Au niveau des créatrices jeux vidéo, j'en connais aucune. Les créatrices qui m'inspirent, j'ai peut-être la gang qui ont fait Flower, qui était un studio qui était runné par une femme. On a Zoe Quinn qui fait un super jeu qui s'appelle Depression Quest et qui est un peu le meilleur, je dirais le seul jeu qui traite correctement de la dépression. Je vais également citer tous les gens qui bossent au studio Accidental Queens. Donc c'est un studio qui est composé de 3 meufs. Il y a certaines écrivaines de jeux vidéo qui sont vraiment extraordinaires. Je pense à justement une couple de personnes qui ont fait Mass Effect ou une couple de personnes qui ont fait Uncharted. Il y avait beaucoup de femmes impliquées dans ces jeux-là. Mais outre que ça, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Sur 40 personnes dans ma promo, on devait avoir un peu moins de 10 femmes. Dans ma boîte, on devait être peut-être entre 20 et 30 personnes et on était genre 3 filles. Dans Mickey Magazine, la rédactrice en chef, David, était une femme, ce qui était très agréable. J'ai écrit après dans Games, on nous a fait la remarque qu'il n'y avait pas une seule fille dans la rédaction. En tant que lecteur, il y a plein des auteurs femmes qui m'ont marqué, notamment dans la fantasy, il y a une grande tradition d'écrivaines, Marion Zimmer Bradley, etc., tout comme ça. Elles n'ont pas été rejetées physiquement, c'est-à-dire que ces femmes ont continué d'exister, mais simplement, la littérature de genre a été noyée sous une masse d'arrivées de garçons qui venaient plutôt du cinéma, des autres points de vue en fait que la lecture. Il y avait des colloques sur le féminisme et la science-fiction, etc. Et il y a eu un retour de bâton, mais qui est global dans la société en fait. Après les années 70, où il y a un gros mouvement féministe, dans les années 80, il y a eu un gros backlash, qui est très théorisé par les féministes, de retour de force de la société néolibérale qui, c'est les années Reagan, qui ont un peu écrasé le féminisme. Et dans tous les domaines, et aussi dans le domaine de la pop culture. C'est partout, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a un sexisme latent de toute façon, puisque la majorité des personnes sont des hommes en général. Ce qui fait que voilà, le rapport de force, il est là. Plus de femmes dans les jeux de pouvoir, c'est-à-dire plus de femmes producteurs, scénaristes, réalisateurs, actrices. Et là, en fait, il y en a très peu. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de gens sur le devant de la scène en disant oui, Marvel engage une réalisatrice pour faire tel film, ou DC engage une réalisatrice, ou on engage une scénariste de jeux vidéo qui est une femme. Et tous les producteurs sont des hommes, tous les codeurs sont des hommes, tous les gens qui sont derrière les coulisses sont des hommes. Les producteurs hollywoodiens, c'est tous encore des vieux avec des cigares. C'est vraiment encore les années 50. Quoi. Il n'y a pas de miracle féminin, mais justement, elles mettront aussi en avant justement des choses qui sont liées à leur propre rapport au pouvoir, liées à leur propre volonté de mettre en avant des choses qui touchent plus. Comme dans toutes les filières techniques et technologiques, il y a une espèce de barrière psychologique d'entrée, genre tu n'as rien à faire là, c'est pas pour moi. Donc ça vient de là forcément aussi qu'il y a moins de personnes dans l'industrie. En tout cas, il y a une projection qui est faite de telle sorte que ces femmes-là, c'est des community managers la plupart du temps, ou à la rigueur des designers. Et alors, les statistiques disent qu'il n'y a pas assez de femmes qui vont faire du code, qui vont faire de la programmation, etc. etc. C'est très bien, avant les années 60, il y avait plus de femmes que d'hommes avec l'informatique, globalement parce qu'on pensait plutôt que, en gros, que les informaticiens étaient la suite des secrétaires, donc c'était le futur de la typographie, etc. Donc c'était la suite logique. Et quand on s'est aperçu qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses avec l'informatique que juste taper à la machine, eh ben, les hommes se sont appropriés le truc en disant non, c'est comme la voiture, en fait, il faut réparer, il faut bidouiller, c'est un truc de mécanique, donc c'est un truc d'homme. Voilà, totalement artificiellement, ça s'est construit comme ça, et les femmes aussi ont intériorisé cette logique-là. Pour moi, le fait que les femmes ne travaillent pas dans le jeu vidéo, quand on dit c'est parce qu'elles veulent pas ou c'est parce qu'elles sont nulles, c'est une aberration. J'ai pu voir à la fois la réaction à l'époque où j'étais pas du tout out, donc où les gens pensaient que j'étais un mec, et à la fois les réactions où les gens savaient que j'étais une meuf. Et en fait, c'est super drôle parce que ça a changé du jour au lendemain. J'ai testé pas mal de jeux de caisse, et quand les gens pensaient que j'étais un mec, il n'y avait pas de problème. Par contre, dès que j'ai fait mon coming out, tout de suite, en fait, les gens ont dit « Ouais, franchement, Gabrielle, elle n'est pas super objective. Ouais, on voit qu'elle a des préférences. » Alors que, franchement, j'ai rien changé dans ma manière de travailler. Combien de fois qu'il y a eu des inconnus qui venaient me voir puis qui disaient pourquoi on demande à elle qu'est-ce qu'elle connaît dans un jeu de shooter, puis là, tu sais, l'autre qui disait c'est parce qu'elle est championne du monde dans le jeu Counter-Strike. Je pense qu'on peut respecter son opinion, tu sais. Pour plein de choses encore aujourd'hui, alors que j'ai pas mal bossé sur le sujet, je me sens pas capable ou moins capable qu'un homme de faire certaines choses, d'avoir une voix, parce que je suis une femme et que, mine de rien, j'ai peur qu'on remette facilement ma parole en cause parce que justement, elle a moins de poids. C'est un peu difficile quand même parfois de trouver sa place ou
ou de s'imposer. J'ai l'impression qu'il faut faire 1000 choses de plus que les hommes. Moi, j'ai eu un autre commentaire une fois qui m'avait aussi pas mal énervée parce que c'est la personne qui pense te faire un compliment alors que c'est pas un compliment, c'est du genre ah dis donc tu fais des vidéos pas débiles pour une fille. Et là tu fais je suis censée le prendre comment? Une nana qui a fait un doctorat en physique, elle se dit qu'elle va peut-être pas faire de la vulgarisation scientifique parce qu'elle manque de légitimité. C'est dingue! Au niveau technique, je ne vois pas surpasser un homme pour pouvoir avoir la possibilité de dire quelque chose. Aujourd'hui, on a des personnes très compétentes mais qui sont pas respectées et qui forcément vont voir ailleurs parce que quand tu as des compétences et que tu es capable, on a marre de faire cracher au visage par tout le monde. Et par les joueurs aussi, parce que ça c'est quand même le truc le plus marrant, c'est que les joueurs sont intolérants avec les gameuses qui travaillent dans le jeu vidéo parce qu'ils pensent qu'elles sont nulles alors qu'elles font les jeux mais ça ils le savent pas au début. C'est ça dans l'entreprise en elle-même, dans les interactions sociales, mais c'est aussi présent dans le contenu vidéoludique qu'on produit. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui prennent des décisions et qui sont vraiment dans un prisme patriarcal. Et pour peu qu'on essaye de proposer autre chose, ça peut mettre de l'eau dans le gaz. Et moi j'ai été déjà confrontée à des problèmes où j'ai proposé des choses, où j'ai proposé plus de diversité. On m'a clairement fait comprendre que je sais pas que j'étais chiante, mais voilà, si je pouvais arrêter de toujours vouloir plus. Le métier de game designer, de responsable un peu de comment réellement ça fonctionne et ça interagit, c'est très récent. Les premières écoles, elles ont 18 ans. Donc il n'y avait pas vraiment de réflexion parce qu'il y a eu pendant très longtemps une course à la technologie. Les étudiants, globalement, ils sont assez peu sensibilisés aux questions politiques, globalement, quelles qu'elles soient chez nous. Et donc, ils produisent des techniciens avant tout. On voit encore aujourd'hui, il y a des boîtes qui font tout leur truc sur on se fiche un peu de ce qu'il y a dedans, on veut que ça soit fun, mais il faut que ça soit technique. On a des créatrices qui s'emparent du jeu vidéo, mais qui proposent aussi d'autres modes de jeu, d'autres modes d'appropriation, d'autres modes de conception, et c'est ça qui fait la richesse de ces créations. J'aime beaucoup le travail de toutes les créatrices de la scène queer games américaine, donc Anna Entropy, Mary Kopas, Ariel Grims. Des créatrices qui ont été exclues des écoles de formation, vraiment de tout le circuit de formation et de conception des jeux vidéo, et qui vont créer des jeux à partir de cette posture vraiment à la marge de l'industrie. Parce que c'est vraiment un milieu gangréné par les pires masculinistes qui existent. Petit exemple au hasard, un de mes anciens rédacteurs en chef est devenu un sympathisant du Gamergate. Il y a un événement qui a été très très important il y a quelques années, c'était le Gamergate, qui était je pense que ça a été vraiment le moment d'un basculement. Voilà, les créatrices de jeux vidéo femmes, les journalistes femmes qui écrivent sur le jeu vidéo et qui ont en particulier des comptes Twitter vivent des attaques quotidiennes avec injures, mise en cause de leurs compétences, voire menaces de viol et de meurtre. On est nombreuses à avoir été, dans le meilleur des cas, témoins de propos sexistes, homophobes, racistes, et dans le pire des cas, avoir été victimes de harcèlement, voire pire. Il y a des créatrices qui m'ont marqué plus par leur courage face à toutes les critiques qu'elles ont pris dans la gueule quand même. Zoé Quinn, elles s'en est quand même pris plein la gueule, soi-disant parce qu'elle sortait avec un journaliste. D'ailleurs, quand on tape son nom à cette nana-là, pour voir les jeux qu'elle fait, on tombe d'abord sur tous ces trucs-là, donc... Maintenant, les gens ont plus conscience des thématiques, des problématiques liées aux discriminations liées au genre, à l'orientation sexuelle, à ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, on peut plus facilement en fait, discuter de ça et faire prendre conscience aux gens qu'effectivement il y a des problèmes. Mais à côté de ça, en fait, il y a également plus de résistance d'une certaine frange, on va dire, nocive de l'industrie. Typiquement, en fait, le Gamergate, c'est vraiment ça. On a vu plus de voix de femmes qui ont pris la parole et qui ont montré qu'effectivement il y avait des problèmes. Et du coup, en fait, le Gamergate est venu en réaction à ça. Ce qui est problématique à voir, c'est qu'il y a une espèce de majorité silencieuse qui ne s'exprime pas forcément sur le sujet par peur des retours justement de ces discours violents réactionnaires. Je me rappelle particulièrement d'une classe où j'avais enseigné. Il y avait une vingtaine de personnes et globalement, ils étaient assez peu conscientisés sur toutes ces questions-là, mais pas forcément malveillants, enfin c'était plutôt à l'écoute, bon, assez classique. Mais il y en avait 3-4
ce qui fait quand même vraiment une minorité sur une vingtaine de personnes, qui étaient très grande gueule et beaucoup très réac, très sexistes, etc. Du simple fait qu'ils passent leur temps à attaquer ce que je disais de manière extrêmement violente, on sentait que ça validait un petit peu du coup leur discours et que les autres n'osaient pas intervenir parce que leur modalité d'action était très assertive, très, très violente. Donc voilà, et quand même il y a un rapport de force qui s'établit, quoi. Il y a la manière dont on s'exprime et peut-être que si plus de gens neutres entre guillemets ou qui se sentent pas concernés agissaient proactivement sur ces questions-là, elles évolueraient aussi plus vite. Et c'est vrai qu'au sein de l'industrie, il y a quand même une espèce de oui, mais tout ça n'est que du divertissement, il n'y a pas de politique, ne te pose pas ce genre de questions. Je crois que c'est The Last Night, non ? Qui est un jeu qui est fait par une personne, un développeur qui avait été très actif à l'époque du Gamergate, et qui était vraiment pro Gamergate. Le pitch du jeu, c'est en gros une espèce de société dystopique où les féministes et les socialistes ont gagné, et du coup le monde est plus qu'une espèce de monde d'assistés sociaux, et c'est la fin de la société, quoi. Des fois, avec des réflexions simples d'un point de vue politique, on peut leur montrer que certaines mécaniques qui sont des codes, en réalité véhiculent des idées politiques. Je pense que vraiment les écoles ont un rôle à jouer à ce sujet-là, et elles le saisissent très lentement. Depuis des décennies, l'éducation, il ne faut pas faire de politique, évidemment. Donc il faut toujours avoir une neutralité, pseudo-neutralité. La neutralité dans un monde réactionnaire, c'est de la réaction, quoi. Et sur le plan tout bêtement marketing et commercial, à partir du moment où il y a plus de femmes qui jouent, même d'un point de vue purement pragmatique, voire cynique, les développeurs ont un petit peu intérêt à prendre en compte le fait que s'aliéner la moitié des joueurs potentiels, c'est pas une très très bonne. Hello, Sword. Are we getting close to the bloody gate? About 10 more miles. Do you hear that, Podrick? Only 10 more miles to the bloody gate.